Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Maison de transition, maison de détention, peut-être avez-vous déjà entendu ces termes censés représenter l'avenir de l'enfermement en Belgique. Au départ, l'idée semble plutôt bonne, emprisonner les détenus en fin de peine ou les condamner à des courtes peines dans des petites structures, des maisons plus adaptées à la réinsertion que des méga-prisons. Mais au final, ces maisons de transition et de détention viennent compléter et gonfler le nombre de places plutôt que de réduire le parc carcéral. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. On décrypte les projets de détention à petite échelle en Belgique avec Olivia Nederland. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'ULB et à l'Université Saint-Louis Bruxelles, également chercheuse FNRS et présidente de la commission de surveillance de la prison de Forêt-Berkendal, la commission qui deviendra donc la commission de surveillance de Haren d'ici quelques mois. Alors à vos côtés, Sarah Grandfils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Et enfin, Justine Bolsens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et chargée de mission au Centre d'action laïque où vous êtes membre de la commission enfermement donc du CAL. Alors Justine Bolsens, je me tourne vers vous, peut-être pour un peu planter le décor et le contexte. Maison de transition, maison de détention, de quoi on parle exactement et finalement d'où vient cette idée de détention à petite échelle? Donc, la détention à petite échelle, elle s'est un peu concrétisée avec la création en 2012 de la SBL de Huizen, en français les maisons, à l'initiative entre autres de Hans Claus, qui est directeur de la prison d'Audenarde. Et donc, cette ASBL, elle est partie de plusieurs constats qui sont encore d'actualité aujourd'hui, qui sont que la prison ne prépare pas, voire même crée des obstacles à la réinsertion, que les conditions de détention en prison sont inhumaines et violent énormément de droits, qu'il y a un taux de récidive élevé. Enfin, la liste est assez longue. Et donc, leur objectif, c'était de remplacer les prisons par une nouvelle forme de détention, en se basant sur 3 grands principes, 3 grands piliers. Et donc, c'est proposer une détention à petite échelle, de manière différenciée et au sein d'une communauté. Alors, à petite échelle, c'est du coup de proposer des maisons où on va accueillir en moyenne 15 détenus. De manière différenciée, c'est essayer de répondre et de s'adapter au maximum à la situation et aux besoins des personnes détenues pour leur donner un maximum d'outils pour favoriser leur réinsertion et permettre cette réinsertion. Et au sein de la communauté, c'est l'idée de permettre aux détenus de jouer un rôle social, économique, culturel, etc. Et donc de maintenir un lien, une interaction entre le détenu et la société pour éviter et lutter au maximum contre la désocialisation. Et donc, après la création de cette ASBL, là, le dossier est un peu passé entre les mains du Parlement et du ministre. Et c'est en 2016 qu'on va voir le terme maison de transition arriver dans le master plan prison 3. Et donc là, on va voir que finalement, quelques années après, que ça va être un peu une désillusion, puisque le projet de la SBL de Huizen, c'était de remplacer les prisons. Et là, en fait, on va voir que ces maisons de transition, le projet du ministre, ça va être plutôt de les créer, de les ajouter, en fait. Oui, en fait, qu'elles constituent des modalités de l'exécution des peines. Et donc, ça veut dire, en gros, que en prison, en Belgique, quand on est condamné à une peine de prison, on va passer par la case prison et c'est possible d'exécuter la fin de sa peine en dehors des murs de la prison, donc sous bracelet électronique, en libération conditionnelle et du coup depuis 2018 en maison de transition. Et donc concrètement maintenant, on est face à 2 types de détention à petite échelle en Belgique. Il y a la détention, les maisons de transition. Donc c'est pour la fin de peine. C'est ça, et donc c'est pas considéré comme des prisons, et donc je pense qu'on reviendra peut-être dessus après. La première, elle a été créée en 2019 à Malines et elle est toujours ouverte. Et la deuxième, elle a été créée en 2020 à Enghien et pour le moment, elle est fermée. Et puis, il y a les maisons de détention. Et donc là, on a vu apparaître ce terme récemment dans les notes de politique générale et sous cette législature. Et là, c'est des maisons qui, en fait, sont destinées à accueillir des personnes condamnées à des peines ne dépassant pas 3 ans. Et donc là, le projet, c'est d'en créer 15 d'ici à la fin de la législature et donc d'ouvrir 720 places en maison de détention. Alors Olivia Nederland, l'idée de diversifier comme ça le parc carcéral et surtout d'instaurer une détention à petite échelle, c'est plutôt une bonne idée, ça paraît être quelque chose qui est positif. Mais quand on lit les lois pénitentiaires, elles nous disent les conditions dans lesquelles les personnes doivent être enfermées. Et parmi ces conditions, on lit qu'il faut effectivement que la détention ait du sens, qu'elle puisse
permettre les contacts avec la famille, avec les proches, avec la société, qu'elle puisse permettre de se réinsérer. Et donc, quand on lit en fait ce que doit être une détention, eh bien, ça doit être ce que prévoit ce projet des maisons de transition ou de maisons de détention. Et ça ne doit pas être ce que c'est actuellement. Donc en fait, créer des régimes comme ceux qui sont prévus pour les maisons de détention et les maisons de transition, c'est tout simplement se mettre en conformité avec la loi, ce qui n'est en fait pas le cas des structures actuelles dont Justine l'a bien souligné, elles ne permettent pas la réinsertion qui est pourtant l'objectif qui est assigné à l'exécution de la peine privative de liberté. Donc l'objectif qui est assigné par les lois pénitentiaires au fait d'exécuter une peine de prison, c'est de limiter les effets dommageables de la détention et de préparer la réinsertion. Ces objectifs ne sont pas atteints par la façon dont s'exécutent les peines dans les grandes prisons, à moins que les détenus aient des ressources personnelles, familiales qui leur permettent, vaille que vaille, d'y parvenir, mais sinon la structure actuelle ne la permet pas. Donc forcément, mettre en place des structures qui le permettent, c'est avancer vers le respect de la loi pénitentiaire. Donc certes, c'est une bonne chose, mais comme Justine l'a aussi souligné, créer ces structures pour certains détenus triés sur le volet, qui remplissent des conditions, etc., ou qui ont une hauteur de peine qui est limitée, ça ne va pas. On ne peut pas faire du régime qui est prévu par la loi l'exception. Ça devrait être la même chose pour tout le monde. Et c'est bien pour ça que le projet de la SBL, les maisons, était de dire il ne s'agit pas d'ajouter un modèle, mais de remplacer l'ancien modèle. Oui, donc c'est un aveu d'échec des prisons, finalement. C'est exactement ça, un aveu d'échec des prisons. Mais quand vous lisez la loi pénitentiaire, c'est un aveu d'échec des prisons qui est déjà ancré dans le texte légal, puisqu'on nous dit la seule chose à faire avec la prison, c'est de limiter les effets dommageables qu'elle cause et de préparer le retour à la société libre. Donc le législateur, le Parlement est bien au courant du fait que la prison ne crée que des dégâts, que c'est l'ultime remède quand on ne sait plus rien faire d'autre, mais que c'est vraiment la pire des solutions. Donc dans la pire des solutions, il faut limiter les dégâts, avec le régime de détention qui soit le meilleur possible pour permettre la réinsertion qui est favorable à l'ensemble de la société. Sarah Grandfils, vous êtes allée donc visiter avec le Conseil central de surveillance pénitentiaire 2 maisons de transition, donc à Malines et à Enghien, donc à l'époque où Enghien était encore ouvert. Donc vous êtes allée en septembre et en novembre 2021. Alors déjà, à quoi ça ressemble concrètement une maison de transition ? La première chose que je vais pointer, c'est le fait que justement, elles ne se ressemblent pas. Et en soi, c'est déjà un problème. Ça crée de nouveau des inégalités. Oui, en fonction de l'implantation de la maison, en fonction de l'exploitant de la maison, et j'y reviendrai parce que l'exploitation des maisons de transition, à la différence des prisons et à la différence des futures maisons de détention, est confiée à un exploitant privé. Donc il y a là effectivement un risque, un danger d'inégalité de traitement. Quand on prend la maison de Malines, ce sont 2 petites maisons qui sont situées dans le centre-ville de Malines. 2 petites maisons que l'exploitant loue au CPAS de Malines, qui se situe juste à côté d'une maison de repos, donc bien implantée dans la communauté. Un des piliers du projet de Huizen, du projet qui en est à la base. Quand on prend celle d'Enghien, il s'agit d'un préfabriqué qui se trouve le long d'une grande route, de la route d'Ath, à 4 km du centre d'Enghien, qui partage l'espace entre un coworking et la maison de transition. C'est une grande boîte sans âme, qui a certes été bien aménagée vu les conditions, mais qui n'est pas déjà implantée de la même manière que celle de Malines. Et les conditions de son implantation ont abouti à ça. C'est-à-dire qu'initialement, la maison de transition du côté francophone devait être implantée à Spa, en centre-ville, mais les mêmes oppositions que celles qui sont en train d'apparaître pour les maisons de détention ont empêché le projet d'aboutir. Les riverains, la communauté locale. Et donc, on a abouti à ce projet d'Enghien. Alors, quand on rentre dans une maison de transition, l'ambiance, elle est plutôt détendue. C'est la différence entre le contexte carcéral fermé, froid, ultra sécurisé, du silence ou du bruit excessif, même au niveau des odeurs. La différence est vraiment fondamentale. On a plus l'impression de se retrouver dans un milieu qui est plutôt semblable à celui d'une IPPJ, d'une institution de protection de la jeunesse. Des chambres individuelles, peu de participants, puisque les personnes condamnées qui sont placées en maison de transition ne portent plus la dénomination de détenus, mais sont bien des participants, ce qui symboliquement
est assez important parce qu'effectivement, ils participent à un projet communautaire. Donc, ils ont chacun leur chambre, ils ont des espaces communs, salon, cuisine. La cuisine reste le centre névralgique de la maison de transition puisque c'est une des activités phares. C'est la préparation des repas, le budget qui est afférent au repas et tout ce qui se partage à cette occasion-là. Un espace extérieur, ça c'est vraiment fonction des maisons, mais je dirais que la configuration générale c'est celle-là. Une salle de visite, mais qui est peu utilisée puisqu'ils passent la majeure partie de leur temps à l'extérieur et qu'ils ont des permissions de sortie ou des congés pénitentiaires pour pouvoir aller passer du temps à l'extérieur avec leur famille dans leur milieu familial. Ils doivent passer aussi 26 heures par semaine du lundi au vendredi à être occupés à des activités à l'extérieur, travail ou recherche de travail, formation, thérapie, recherche d'un logement pour quand ils pourront en sortir, exercice physique, toute une série finalement d'activités bénévoles qui sont liées avec la communauté. Alors, ce qui est plus difficile, évidemment, quand on est excentré comme Enghien. Mais tout ça contrairement à Malines, on est vraiment planté dans la ville. Ah oui, c'est vraiment... Là, on voit le succès. Ils travaillent notamment en collaboration avec la maison de repos qui est juste à côté et ça leur permet d'effectuer des bénévolats. Je veux dire, ça crée du sens. Alors, j'ai envie de revenir sur quelque chose que vous avez dit au début, et c'est sur le statut de ces maisons de transition. Alors, c'est quoi? C'est prison, pas prison? On parle de gestion par une entreprise privée, Olivia ou Sarah? Mais en fait, c'est tout le débat, justement, quel est le statut de ces maisons. La question se pose différemment pour les maisons de détention et les maisons de transition. Et pendant les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi qui a créé ces maisons de transition, le ministre surfait sur l'ambiguïté. Une fois, il disait que c'était des prisons, une fois qu'il ne disait pas, il disait que ce n'était pas des prisons. Pourquoi? Pour permettre, en fait, que le pouvoir exécutif puisse décider, donc le gouvernement, le ministre de la Justice, l'administration pénitentiaire, puisse décider qui va dans ces maisons. Et pas le pouvoir judiciaire, puisque si ce n'était pas des prisons, eh bien c'est au pouvoir judiciaire de décider qui y va, puisqu'il y a un changement vraiment dans la nature de la peine. C'était aux tribunaux de l'application de peine de prendre ces décisions. Donc là, on n'avait pas trop envie de dire que c'était des prisons. Dire que c'est des prisons, c'est aussi... impliquer que le Conseil central de surveillance pénitentiaire puisse y exercer sa surveillance. Ça implique aussi que les détenus ont accès au droit de plainte. Et donc, on voit qu'on est un peu dans un régime mixte où on dit que le Conseil central ne peut pas venir faire sa surveillance, que le pouvoir judiciaire n'a rien à dire sur ces maisons, que finalement... le droit de plainte ne s'y applique pas, mais pour d'autres choses, alors c'est quand même le directeur de la prison qui gère le dossier, le service psychosocial. Donc on maintient ces maisons dans un statut ambigu pour pouvoir permettre au pouvoir exécutif de garder la main mise sur ce qui s'y passe. Et ce qui implique aussi peu de transparence, puisque ce qui permet de savoir ce qui se passe dans des lieux de privation de liberté, c'est les contrôles par le pouvoir judiciaire, par le Conseil central de surveillance pénitentiaire. Et donc c'est ce que de nombreux chercheurs ont critiqué, de même que le Conseil central, mais Sarah Grand-Fils en parlera sûrement. Ce manque de transparence est critiquable. Et moi, par exemple, en tant que chercheuse, vu que l'exploitant était la firme privée G4S, je les avais contactés à plusieurs reprises pour savoir, tiens, puis-je avoir accès au règlement d'ordre intérieur, puis savoir quel type de critères vous utilisez pour remettre des évaluations sur les détenus que vous rencontrez en vue d'un accueil dans la maison, comment ça se passe le régime, combien de permissions de sortie ils ont exactement. Je n'essuyais que des fins de recevoir en tant que chercheuse sur la question. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez interpellant en termes de transparence et de débat démocratique. Oui, ça veut dire que Sarah Grand-Fils, finalement, le Conseil central de surveillance pénitentiaire, est-ce qu'il est compétent pour évaluer la situation, pour se rendre sur place? Donc vous êtes allé, mais est-ce que en fait, c'est dans vos compétences finalement ou pas? Nous, on s'estime compétents. On s'estime compétent. Pourquoi? Parce que quand on reprend la définition qui est donnée par la loi de principe de 2005 du terme prison, c'est donc un lieu qui est désigné par le roi pour qu'il soit exécuté une condamnation à une peine privative de liberté. Quand on croise cette définition-là avec celle qui est reprise dans la loi de 2006 de laquelle émergent les maisons de transition, on voit qu'il s'agit d'une forme de détention dans laquelle une condamnation est exécutée
douter. Et effectivement, les personnes qui se trouvent dans une maison de détention sont des personnes condamnées, qui dépendent toujours d'une prison mère. C'est un lieu duquel ils ne peuvent pas sortir à leur gré. Pour nous, il s'agit effectivement d'un lieu de détention qui relève de notre compétence, qui nécessite un contrôle externe et indépendant et qui mériterait aussi qu'il soit appliqué le droit de plainte des détenus, qui est une notion qui pour l'instant leur est reconnue, enfin une garantie qui leur est reconnue dans le règlement d'ordre intérieur des maisons de transition, mais qui ne trouve pas à s'appliquer véritablement, en tout cas de manière formelle, puisque c'est le règne dans ces maisons, et ça n'est pas négatif, attention, de la médiation, de la concertation, du dialogue constructif. Il n'empêche qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles il faudrait qu'ils puissent porter plainte et qu'ils puissent savoir aussi être informés de ce droit dont ils devraient bénéficier selon nous. Il y a un point que je voudrais relever aussi, c'est que quand on voit ces maisons de transition, donc qui sont pour les personnes qui sont en fin de peine, on se dirait c'est des structures qui devraient être privilégiées pour les personnes peut-être un peu plus fragilisées, les personnes qui ont du mal à se réinsérer ou qui ont des problèmes de socialisation, ou qui ont des problèmes divers, mais en tout cas les plus fragiles peut-être. Or, c'est pas nécessairement celles-là qui sont choisies, puisque c'est le directeur des prisons plus ou moins qui choisit qui il a envie d'accueillir. Mais donc, en fait, là, ce que la loi prévoit, c'est qu'effectivement, c'est sur proposition à l'administration pénitentiaire qui décide du directeur de prison et après évaluation du gestionnaire de la prison, donc G4S. Et il y a des conditions à respecter. Est-ce qu'on est capable de vivre en régime communautaire? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de soustraction à la justice, donc qu'on s'échappe ou qu'on aille importuner les victimes, etc., etc. Mais donc, pour peu que vous soyez une personne détenue, déjà qui ne parle pas la langue, une des langues nationales, vous n'êtes pas capable de vivre dans ce régime communautaire. Si vous avez peu de ressources et que restez dans votre coin à la prison et que vous n'êtes pas connu du directeur, par exemple, vous êtes aussi mis sur le carreau. Si vous avez des conflits avec la direction, potentiellement, elle pourrait ne pas vous sélectionner pour ce projet. Et puis, d'un côté, on a l'exploitant qui va être tenté d'avoir des personnes dont il sait que ça va marcher, donc qui ont un bon profil. Et donc, il y a un peu un risque de cherry picking et qu'on prenne effectivement les personnes finalement qui ont le moins besoin de cette aide plus rapprochée. Une forme de business carcéral un peu quand même. Mais en fait, de nouveau, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas faire de procès d'intention sans mener une recherche approfondie. Donc, quels sont exactement les détenus qui ont été choisis? Sur la base de quels critères? Pour ça, il faut qu'il y ait des recherches qui puissent être menées, mais pour ça, il faut que les chercheurs aient accès au dossier pour mener ces recherches. Et donc ça, on est encore dans l'attente. Oui, au point de le manque de transparence. Oui, voilà, nous, on a pu accéder à certaines informations qui nous ont fait douter du fait que l'influence de l'exploitant dans le choix des participants n'ait pas trop d'importance dans le choix pris par le directeur. Et ça, c'est vrai qu'on voit aussi que l'administration a rajouté des critères à ceux qui sont prévus légalement et que finalement, le champ d'accès à ces maisons de transition a été relativement restreint et qu'on a constaté en ayant l'occasion de rencontrer les différents participants qu'effectivement les profils qu'on a rencontrés étaient des profils qui étaient plutôt déjà en voie. On se dit que raisonnablement ces personnes pour la plupart se seraient réinsérées sans l'appui aussi individualisé, différencié des coachs de vie des maisons de transition. Alors, donc on a parlé beaucoup des maisons de transition. Je voudrais quand même revenir sur les maisons de détention. Alors là, on sait que le projet est moins avancé. Donc, Justine Bolsens, c'est donc des établissements qui l'accueillent entre 20 et 60 détenus. Oui, c'est ça. Donc là, qui sont condamnés à des courtes peines allant jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est un projet qui a du mal à décoller. Oui, donc, le ministre veut 15 maisons de détention d'ici à 2024, mais il n'arrête pas de repousser les ouvertures. Et ce qui est un peu pointé et qu'on remarque, c'est qu'il y a clairement un manque de communication avec les localités qui sont concernées. Donc il y a aussi des habitants et des résidents de ces localités qui disent que oui, ils n'ont pas envie d'être décobés. Et en fait, ça me semble assez logique parce qu'en fait, ils vont apprendre par la presse que des maisons de détention vont arriver juste au bord de leur jardin. Donc il y a une réflexion à mener sur, oui, en fait, si on veut avoir des maisons de détention en Belgique, elles vont devoir se trouver quelque part. Mais il y a toute une procédure et une communication et des discussions en amont qui doivent avoir lieu avec ces localités.
et avec la communauté, puisque c'est quand même un des points centraux de ces maisons à petite échelle, c'est d'être inséré dans une communauté. Et je pense que c'était Hans Kloss qui disait qu'il parlait de coopération précoce et réfléchie. Et je trouve que c'est en tout cas pas du tout ce qui se passe aujourd'hui dans la mise en place de ces maisons. Donc concrètement là, il apparaît qu'il y en a une qui va ouvrir dans 3 mois à Courtrai, que Berkendal va devenir... Ancienne prison donc, pour femmes de Berkendal. Oui, donc elle va devenir une maison de détention après rénovation et transfert des détenus actuels à la prison de Harren. Mais c'est vrai qu'après, on entend qu'à Ouélin et dans d'autres régions et communes, il va y avoir des maisons, mais c'est encore à l'état de projet... Je pense que ces projets sont clairement remis en question, celui de Verviers, celui de Ouélin. Ouais. Il y en avait un ici aussi. À Meis, je pense, dans le nord de Bruxelles. Le problème, et là je parle plutôt à titre personnel, quand je vois les annonces et les reculs, c'est qu'effectivement le projet n'est pas préparé suffisamment en amont avec les autorités locales, avec le tissu associatif local, avec les riverains. Ce sont des projets auxquels il faut adhérer. Parce qu'un des objectifs du projet repose effectivement sur l'implantation dans la communauté. Et à partir du moment où on veut à tout prix ouvrir ces maisons de détention pour pouvoir atteindre un objectif d'ici la fin de la législature sans prendre en considération les conditions préalables nécessaires pour que le projet puisse être mené à bien, on passe à côté de l'objectif, malheureusement. Il faut souligner aussi qu'à Courtrai, c'est un projet temporaire. Donc, dans 5 ans, la maison de détention ferme. Or, dans 5 ans, elle aura probablement trouvé sa manière de fonctionner, son rythme, sans doute l'adhésion de la communauté, on l'espère en tout cas. Et pour autant, on va rechanger de lieu. Donc voilà, effectivement, il y a toute une série de réflexions qui doivent être approfondies, de la sensibilisation, de l'accompagnement de projets. Et puis, je voudrais insister sur le fait que, pour l'instant, donc... on réserve ces lieux à l'exécution des peines des courtes peines. Mais effectivement, comme le disait Olivia Nederland tout à l'heure, ces lieux devraient être ouverts à l'ensemble des condamnés. Il n'y a pas de raison de les limiter à une certaine catégorie de condamnés. Et puis pour l'instant, elles sont utilisées un peu comme une réponse à la surpopulation carcérale, ou en tout cas au surplus de surpopulation carcérale qui va nécessairement être engendré par l'entrée en vigueur de cette exécution des courtes peines. Et ça n'était pas le but non plus. Ça devait remplacer finalement de la détention non significative. Donc par ouverture de maisons de détention, par place ouverte, on aurait dû enfermer autant dans des prisons où on n'arrive pas à atteindre les objectifs de la détention. Je pense que ce qui est révélateur, c'est qu'il y a clairement un besoin d'un débat de fond et plus large sur la politique pénitentiaire menée au Parlement, puisque là on a vraiment des bricolages qui se font dans l'urgence pour répondre à des questions de crise, mais on n'a pas une politique pénitentiaire qui est véritablement réfléchie sur le long terme, sur a-t-on finalement besoin de construire toutes ces nouvelles prisons, que ce soit à Harren, à Vresse ou à Anvers, enfin bref, est-ce qu'on a besoin de toutes ces nouvelles prisons en outre des projets de maisons de détention qui sont sur la table? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans lequel on peut s'emparer? Est-ce qu'on ne peut pas coordonner cette politique pénitentiaire avec la réforme du code pénal qui est sur la table? Donc là, voilà, il y a déjà des parlementaires qui avaient déposé des résolutions pour avoir un débat sur ces questions, puisqu'il faut quand même se dire que quand on décide d'ouvrir une nouvelle prison ou une nouvelle maison de détention, tout ça n'est pas discuté, n'est pas soumis au Parlement avant. Alors que c'est un coût, rien que pour ça. Pour moi, nécessairement, ça devrait l'être. Donc, certes, il y a des questions parlementaires, et les parlementaires sont très actifs dans les questions posées sur la question, mais pour moi, c'est vraiment une politique qui devrait être décidée d'un point de vue démocratique, parce que ça a vraiment une incidence sur la société de manière générale. Là, on arrive vraiment à une carcéralisation de la société avec toutes ces prisons qui poussent comme des champignons sous différentes formes, grosse prison, petite maison, etc. Il y a vraiment besoin d'un débat démocratique sur la matière et d'une sensibilisation profonde si on veut
justement limiter sur le long terme cette inflation carcérale qui est très coûteuse. On est en période de crise économique, donc rappelons que c'est très coûteux construire des prisons et que c'est totalement inefficace puisque ça ne s'attaque jamais à la source du problème, puisque les sources de la délinquance sont principalement dans des problèmes socio-économiques auxquels il faudrait s'attaquer par priorité. Mais je voulais quand même vous poser une question sur les peines. Donc dans les maisons de détention, c'est pour donc les personnes qui sont condamnées à des peines de moins de 3 ans. Or, jusqu'à aujourd'hui, c'est des peines qui n'étaient pas vraiment exécutées. Donc là aussi, on va augmenter la population carcérale alors, puisque c'est des gens qui n'étaient pas nécessairement emprisonnés. Mais donc les peines jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour l'instant, alors certaines ne sont pas exécutées en prison, elles le sont en partie en bracelet électronique, mais il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de peines d'emprisonnement jusqu'à 3 ans qui s'exécutent en prison, puisqu'en Belgique, on a le principe du cumul, on additionne les peines. Donc si on a une peine de 2 ans plus une peine de 2 ans, on arrive à 4 ans et là, on va bien en prison. Donc c'est faux de dire que les peines jusqu'à 3 ans ne s'exécutent pas en prison. De nombreuses peines jusqu'à 3 ans s'exécutent en prison par cet effet du cumul, ou tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'exécuter ces peines en bracelet électronique, parce qu'on n'a pas de domicile, parce qu'on n'a pas de titre de séjour, etc. Donc certes, il y a toute une série de peines jusqu'à 3 ans qui pour l'instant s'exécutent en bracelet électronique, et celles-là, à l'avenir, sauf une petite exception, mais bref, s'exécuteront en effet en prison. Et donc, de manière progressive, à partir du 1er septembre, ce seront les peines entre 2 et 3 ans. Et donc, si rien ne change dans la politique de prononcer des peines par les juges du fond, potentiellement, oui, on va avoir une surpopulation qui va augmenter. Cela dit, les magistrats auront à l'esprit que ces peines seront dorénavant exécutées en prison et plus en bracelet électronique. Donc, ils ont à leur disposition la peine de surveillance électronique. Donc, dans les faits, ça ne change rien. Ces personnes seront, qui est une peine actuellement sous-utilisée. Donc, il y a beaucoup plus de sens à prononcer une peine de surveillance électronique à l'égard des personnes qui, pour l'instant, sont condamnées à des peines d'emprisonnement qui ne dépassent pas 3 ans. D'autant que cette peine a différents avantages. Le fait qu'elle ne fonde pas la récidive, qu'elle ne crée pas un casier judiciaire qui empêche toute réinsertion, comme on le sait, etc. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas besoin en fait d'une capacité supplémentaire, parce qu'il va y avoir une prise de conscience à la fois chez les avocats qui plaideront et chez les magistrats qui prononceront les peines, du fait qu'il est important justement d'éviter de contribuer à cette augmentation de la population et de recourir aux peines alternatives qui ont bien plus de sens pour ces condamnés-là. C'est la raison pour laquelle on a récemment adressé un appel aux magistrats pour qu'ils aillent visiter les prisons, qu'ils se rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes sont détenues actuellement en Belgique. Hier, on était à 11 150 personnes détenues pour 9 662 places. On est encore à environ 150 personnes qui dorment sur des matelas au sol, dans des cellules qui ne sont à la base censés accueillir qu'un, voire 2 détenus. Ils sont 3, avec un matelas qui prend le reste de l'espace, une toilette à partager pour 3, voire pas. Donc on est dans des conditions principalement au nord du pays, mais malgré tout, ça n'est absolument pas acceptable. Oui, on sait qu'à Forêt aussi, les conditions sont tout à fait. Mais bon, là, on nous répond que dans peu de temps, les personnes seront à Aronne, et les magistrats sont invités à aller passer une nuit dans des conditions parfaitement acceptables à Aronne. On ne les invite pas à aller passer une nuit à Forêt. On ne les invite pas à aller passer une nuit à Anvers ou à Gand, où il y a 65 à 70% de surpopulation. Or, voilà, là, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour renouveler cet appel adressé aux magistrats d'aller se rendre compte des conditions dans lesquelles ils risquent d'enfermer des personnes qui sont condamnées à des courtes peines et qui n'ont sérieusement pas leur place en prison. Juste une dernière intervention, Olivia Nederland. Je vais compléter ce qu'a dit Sarah pour rebondir sur ce que disait Justine, pour clôturer, qui parlait de sensibilisation justement. Alors là, on vient de parler du fait qu'il est nécessaire en première ligne de sensibiliser les magistrats et les avocats, mais plus globalement, comme le disait Justine et encore Sarah, il faut informer plus largement le tissu associatif, mais aussi tous les citoyens sur ce que signifie le recours à la prison. Et c'est pour ça que
à le niveau de la prison de Forêt, il y a un projet qu'une fois que les détenus quitteront la prison de Forêt, on en fasse un musée pédagogique de la prison. Donc vraiment un lieu pour réfléchir au recours à la privation de liberté qui, je l'espère, pourra voir le jour, qui pourra être inscrit dans le programme scolaire obligatoire pour que tout le monde puisse se dire, qu'est-ce que ça fait une société, en fait, d'utiliser la prison, quelles conséquences ça a pour nous tous. D'accord, on abordera d'ailleurs cette thématique dans une émission télé vraiment ciblée sur la question du musée pédagogique de Forêt fin juin. Alors vraiment, pour les dernières secondes qui restent, Justine Bolsens, mais sensibiliser, c'est un des objectifs de 2 événements que vous co-organisez. Donc le premier, c'est le 15 juin, il y a un colloque de la FAMD, la Fondation d'assistance morale aux détenus, sur la prison et les droits humains, et surtout le 29 juin. Il y a un midi pile, donc c'est une rencontre avec des parlementaires où on va justement leur poser des questions sur les maisons de détention. D'accord, donc là, on espère avoir peut-être un peu plus de transparence et de réponses. Ouais. Merci beaucoup vraiment à toutes les 3, donc Sarah Granfils, Olivia Nederland et Justine Bolsens. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.